Quand on parle d'énéagramme, très rapidement, on va parler des 9 types de personnalités. Moi d'ailleurs, j'aime bien dire les 9 grandes familles de personnalités. Mais c'est vrai que si tu regardes cette discipline, que ce soit sur Internet, sur des livres, sur des vidéos, sur des formations, ou peu importe, ou des discussions, on va toujours te parler du type 1 énéagramme, du type 8, du type 4, et ainsi de suite. Mais on parle très rarement des sous-catégories de l'énéagramme que sont les sous-types et tout particulièrement les 27 sous-types. D'ailleurs, on pourrait se poser la question, quels sont ces 27 sous-types de personnalité? Quel est le lien avec les 9 grandes familles de personnalités? Pourquoi est-ce qu'il y a une sous-catégorie? Qu'est-ce qui justifie cette sous-catégorie-là? Et qu'est-ce que ça va dire sur les nuances de ta personnalité et celle de ceux qui t'entourent? Eh bien, c'est tout le sujet que j'ai envie d'aborder sur cette vidéo, sur les fameux 27 sous-types énéagramme. Je te souhaite la bienvenue. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nico Pen. Je suis auteur. On parle mes deux livres sur le petit livre de l'énéagramme et trouver votre mission de vie aux éditions First. Et également formateur en énéagramme. Et je réalise des formations, tout particulièrement des formations. Bon, j'en ai fait en présentiel, mais surtout essentiellement numérique, depuis 2011. Et je suis également l'auteur des 2 formations phares, technicien énéagramme et master énéagramme, phare et certifiant, dont tu retrouveras les liens dans la description. Alors, donc, ici, on parle des fameux 27 sous-types. Quels sont ces 27 sous-types et quel est le lien avec les 9 grandes familles de personnalités? Alors, l'énéagramme, à la base, le point vraiment le plus fondamental de l'énéagramme, si on devrait le prendre, c'est 9 familles de personnalités qui sont numérotées de 1 à 9. Je n'utiliserai jamais de nom pour dire chacun des types énéagramme parce que je trouve que c'est trop limitant. Tant les 9, d'ailleurs je dis familles de personnalités, et c'est pas pour rien, les 9 familles de personnalités recèlent en elles une richesse incroyable et une subtilité sur chacune d'entre elles. On peut le constater, si tu connais un minimum l'énéagramme, tu sauras très bien avec pertinence que si tu vois 4, 5, 10 personnes qui sont eux-mêmes du même type de personnalité, par exemple 10 personnes qui sont de type 8 énéagramme, eh bien tu constateras qu'elles sont différentes des unes des autres. Alors pour expliquer cela, il y a différentes choses qui vont permettre de nuancer. Il va y avoir la notion de niveau d'intégration, désintégration. Il va y avoir également la notion d'aile. Est-ce qu'ils ont plutôt une aile sur un côté, un profil secondaire d'un côté ou de l'autre? Mais c'est pas suffisant en fait. C'est vraiment pas suffisant. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, ce que l'on ne voit pas, ou ce vers quoi on passe à côté, c'est les sous-catégorisations qui sont présentes sur chacune des familles de personnalités. C'est-à-dire que pour chaque famille de personnalités, je prends le 1, le 2, au 9, on a 3 sous-catégories, 3 distinctions. Ça veut dire qu'il y a 3 modes de fonctionnement et 3 attitudes, on va le voir beaucoup dans les comportements, mais aussi dans les intentions, les mécanismes inconscients, 3 grandes sous-catégories sur chaque profil. Si on prend le 1 par exemple, on va avoir un type 1 qui va être plus orienté sur je dois être parfait moi et je vais essayer d'être parfait le plus possible, se rectifier soi. On va avoir un autre type 1 qui va être beaucoup plus orienté sur une dynamique de moi je fais quand même suffisamment d'efforts et je vais pointer du doigt tous ceux qui ne sont pas suffisamment parfaits. Et on va avoir un autre type 3 qui va être beaucoup plus dans une approche excessive qui parfois peut faire confondre avec un 8. Pourquoi? Ça, c'est bizarre. C'est bizarre et c'est bizarre de voir que finalement, en fait, cette distinction-là, si on prend le 2 en énéagramme, ben, ça va pas être la même chose. On va avoir un 2 qui va être, le 2 qui va être un peu cette caricature de la maman italienne dans la maison, qui va essayer, qui va donner, faire des tables immenses à manger, qui va être beaucoup dans le confort, dans le foyer. On va avoir un 2 qui va être beaucoup plus dans le côté séduction, le côté sexualisation. Et on va avoir un autre 2 qui va, de son côté, être beaucoup plus dans le social, le lien à l'autre. Et également, avoir cette dynamique-là qui est on pourrait croire que c'est un 3. Mais en fait, c'est pas un 3, c'est un 2. Et ce qui va jouer vraiment, c'est que, en fait, on va avoir 2 concepts fondamentaux à l'énéagramme. On a le concept des 9 grandes familles de personnalités, les 9 types, déjà avant de s'intéresser au profil secondaire, ce qui s'appelle les flèches,
les ailes, pardon, aux intégrations et désintégrations sur les flèches. Avant de s'intéresser à tout ça, au sein de l'intelligence également, on a les 9 types de personnalités. Déjà, c'est une intéressant, ne serait-ce qu'à chacune des familles de personnalités, essayer de bien les comprendre, savoir dans laquelle tu te trouves et pourquoi tu te trouves dans celle-ci. Déjà, tu vas faire un grand pas en avant. D'ailleurs, petite parenthèse, si tu veux savoir plus en détail les 9 grandes familles de personnalités, j'ai une ressource 100% gratuite qui est le premier lien dans la description, une masterclass gratuite. Je t'invite fortement, fortement à la regarder si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, là on a les 9 grandes familles. Et là, on a pas mal de choses. On a la vision du monde du profil de personnalité, on a sa compulsion émotionnelle, on a son orientation mentale, on a ses mécanismes de défense, on a une multitude de choses. On a aussi son vocabulaire aussi, en fonction du type d'énéagramme de chacun, on va pas avoir le même vocabulaire. On va avoir un rapport à la vie et des croyances qui vont être bien spécifiques. Donc on a déjà pas mal de choses. Sauf que, en fait, tout ce contexte-là, tout cet univers-là, ne va pas être orienté vers la même direction. Et pour le comprendre, il en vient à aller sur la part la plus instinctive de notre personnalité. On a cette simplification, rappelons-le que c'est une simplification des 3 types de cerveau. Cette catégorisation simple du cerveau se découpe en néocortex, limbique et reptilien. Et on a tendance à dire, bon voilà, néocortex, on va être plutôt sur la partie réflexion, logique. Sur le limbique, on va être plutôt sur la partie qui va être en charge de l'inconscient, également sur la partie plus émotionnelle, des croyances, et ensuite le reptilien qui va être la partie la plus instinctive. C'est vraiment une simplification, que l'on soit clair ici. Mais c'est vraiment pour donner un petit peu les idées de base. Et le reptilien, justement, pourquoi je veux en venir à ça, c'est que c'est la partie la plus reptile, la partie la plus archaïque de notre cerveau. Et c'est celle qui est liée à nos instincts primaires. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que notre part d'instinct primaire en nous est ce qu'il y a de plus viscéral. Et d'ailleurs, c'est le mot viscéral. Action, réaction. Mais dès lors, on pourrait se poser la question, quels sont ces fameux instincts primaires? Il y en a plusieurs. Mais surtout, on a les 3 grands instincts primaires que sont l'instinct de survie, l'instinct de reproduction, également appelé instinct sexuel, et l'instinct social. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que si on a par exemple un instinct de survie qui est surdéveloppé, eh bien, on va être plus focalisé sur assurer sa survie, c'est-à-dire manger, boire, dormir, nos besoins naturels, et également la partie des ressources. Avoir un foyer, avoir suffisamment d'argent pour assurer sa survie et sa sécurité, avoir du confort. Donc on va être vraiment dans des orientations et dans des sujets très terre à terre. Ensuite, le second instinct qui est présent, c'est l'instinct de conservation, de reproduction. Et l'instinct de conservation, c'était le survie-conservation. Donc le second, c'est l'instinct de reproduction, appelé également instinct sexuel, que l'on va appeler également tête à tête. Je vais peut-être revenir rapidement sur ça, mais pas dans les détails. Et là, en fait, c'est très simple. On vit en tant qu'espèce, et finalement, une des choses qui nous pousse vers l'avant, c'est nous reproduire, c'est assurer la pérennité, si on parle d'un point de vue plutôt rationaliste, plutôt scientifique, ou du moins une approche scientifique parmi tant d'autres, c'est de perpétuer nos gènes. Et donc, qui dit perpétuer nos gènes, dit donc relation sexuelle à plus grande échelle, relation sentimentale, et donc c'est des personnes, donc cet instinct-là qui va être présent, il va nous guider sur l'intimité, sur aussi la compétition. C'est-à-dire que la reproduction implique que c'est le mâle, on va dire, si on prend les trucs très très basiques, qu'on soit clair, c'est le mâle dominant ou le mâle, on va dire le mâle alpha, pas dominant, c'est pas le bon mot, le mâle alpha, celui qui va être le plus intelligent, le plus fort, le plus capable d'assurer la survie du foyer, qui va remporter le trophée de la femelle.
Je parle mâle-femelle dans le sens plus général, pas homme-femme. Mais également, le mâle va rechercher la femelle qui va être qui va avoir les attributs génétiques qui vont permettre de reproduire l'espèce ou qui va pouvoir assurer le plus possible. C'est pour ça l'homme va avoir tendance à rechercher des formes qui vont représenter d'ailleurs à des normes sociales, mais pas que, pour la partie de la reproduction. Alors là, on est sur des relations homme-femme et femme-homme. Je ne parle pas des relations homme-homme ou femme-femme. C'est un tout autre sujet, mais en même temps, il est lié sur cette notion de tête-à-tête, de sexualité, de reproduction, et il va concerner n'importe qui, quelle que soit notre orientation sexuelle, que l'on soit clair là-dessus. Et enfin, on a le dernier point, qui est l'instinct qui est celui qui est le plus récent, j'ai envie de dire, dans ce groupe-là, puisque d'abord, il faut survivre, et en même temps, il faut se reproduire, donc c'est les deux qui sont plus vitaux. Et troisième, on est des animaux politiques, comme dirait Socrate, on est des animaux sociaux, on a besoin du lien. Et c'est le lien à l'autre qui va nous aider à assurer la survie. Ça, j'en parle également sur la partie spirale dynamique, une autre approche passionnante aussi. D'ailleurs, je vais te mettre le lien dans la description, comme ça tu pourras le voir. C'est une série de vidéos gratuites là-dessus sur le sujet. Et qui permet de constater que finalement, en fait, comme les fourmis, comme les abeilles, comme d'autres regroupements, eh bien, comme les éléphants également, on va avoir ce regroupement en tribu, va faire que ça va pérenniser notre survie. C'est aussi pour ça qu'à un moment donné, si on est retiré, on est éloigné du groupe, si on est repoussé par un groupe, si à l'époque des tribus, on est victime d'ostracisme, on se retrouve en dehors du village, on peut plus y retourner parce qu'on est banni du village, et en même temps, là, à ce moment-là, on doit assurer sa survie tout seul, et ça implique de forts dangers. Donc tout ça pour dire que c'est des instincts qui sont très forts, très présents en chacun d'entre nous. Et donc, le point clé, le point fondamental, c'est qu'on a ces trois instincts à l'intérieur de nous, mais on en a un qui est plus viscéral, qui est plus fondamental pour nous que les deux autres. Certains vont être plus focalisés, orientés sur le côté survie-conservation, d'autres vont être plus orientés sur le côté sexuel, reproduction et lien à l'autre, et d'autres vont être beaucoup plus orientés sur le côté social, intégration à l'autre. Dès lors, l'orientation de nos choix de vie, l'orientation de notre direction donnée va aller sur l'une de ces trois directions-là. Ce qui fait que donc, si on reprend nos familles de personnalités, nos 9 grandes familles de personnalités, on a un type, allez, on prend le 4. On a un 4 énéagramme. Le 4 qui est lié au manque. Si on a un 4 qui est lié au manque, qui est orienté sur son instinct primaire, allez, d'ailleurs, petite parenthèse, on va y revenir après, parenthèse, ou du moins, parenthèse de définition, ces instincts primaires, ces trois instincts primaires, je les appelle instincts types. C'est-à-dire que finalement, en fait, ce sont trois typologies de personnalité qui sont la typologie de personnalité, donc l'instinct type survie ou conservation, d'autres l'appelleront comme ça, la typologie, l'instinct type de personnalité appelé sexuel ou tête-à-tête ou reproduction, et également le troisième, l'instinct type social, parfois grégaire. Donc on a ces trois instincts types, et on va avoir un d'entre eux qui va être plus fort que l'autre, comme on a 9 types énéagrammes, et on va avoir l'un d'entre eux qui est plus fort, et donc on a les 9 d'un côté, 9 familles de personnalités, et 3 instincts types de l'autre. Qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir une famille de personnalités, on appartient au type 4 par exemple, et que mon instinct type principal va être lié à la survie? Eh bien, je vais me focaliser sur des choses beaucoup plus matérielles. Mon manque de 4, mes émotions, vont être centrées sur quelque chose de beaucoup plus concret, pratico-pratique. Et en même temps, on est le 4 sur le lien, sur les émotions. Donc, vous voyez, les énergies sont un peu différentes. C'est ce qu'on appelle un contre-type. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus, mais c'est juste à savoir ça. J'en ai parlé, j'en parle plus en détail sur les formations technicien énagramme, j'en parle déjà, sur le module 6. Bref. Ensuite, on a le 4 qui est dans le manque, mais qui a un instinct type sexuel. Donc c'est la relation à l'autre, c'est l'intimité. Donc c'est un 4 qui va être beaucoup plus compétitif, qui va être beaucoup plus exprimer une forme d'agressivité. Et en même temps, c'est un 4 qui va beaucoup plus exprimer ses émotions et qui va rechercher
à trouver le ou la partenaire idéal. Donc, il me manque c'est cette relation idéale. Et enfin, le dernier, c'est le social. Et là, ça peut être un cadre qui va être pas orienté sur le ou la partenaire idéal. Ça va être intéressé, mais c'est pas le point fondamental. Ça va pas être le côté survie, ça va intéresser, mais c'est pas fondamental. Ce qui va être intéressant pour lui ou elle, ça va être d'être en lien avec le groupe. Et donc, c'est les personnes qui vont être beaucoup en référence. Moi, je me sens plus nul que les autres. Je me sens plus nul que les groupes. Et on voit que finalement, cette notion de manque va être différente en fonction de chaque profil. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on prend un 6 énéagramme? Qu'est-ce qui se passe si on prend un 9 en énéagramme? Bien, c'est exactement la même chose. On va se retrouver avec des énergies qui vont aller d'un côté et de l'autre et qui vont aller plutôt en fonction de l'instinctif, qui vont aller plutôt sur une énergie ou une autre. C'est pour ça, par exemple, et ça explique pourquoi, certains 6 en énéagramme ont plus tendance à être phobiques, à être plutôt dans une énergie de peur, mais un peu timoré. Ça va être plutôt des 6 survie. Et d'autre côté, on va avoir des 6 qui vont ressembler à des 8, qui vont aller à l'action, qui vont prendre des risques. Ben là, c'est parce qu'on a le côté tête-à-tête social. Et en même temps, on a d'autres 6 qui vont être beaucoup dans la contestation et finalement un rapport très conflictuel avec l'autorité et très ambigu. Et en même temps, ils vont être super fidèles. Bon, ça, on va le voir, c'est une catégorie du 6. Mais sur certains, ça va être vraiment focalisé fondamentalement. Et c'est là où on va avoir le social. J'ai réalisé une playlist d'ailleurs à ce sujet, tu la trouveras sur ma chaîne YouTube, sur les 27 sous-catégories de personnalités. Donc comme ça, tu pourras voir vraiment sur chacune des familles de personnalités quelles sont les grandes spécificités et je vais te donner des détails assez subtils. À savoir que, sous cela, ça ne fait partie que ce n'est que le début de l'aventure. Si tu veux aller plus loin avec moi, il y a deux façons, deux voies possibles, les deux voies royales on va dire. La première c'est tout d'abord commencer par voir la masterclass 100% gratuite dont je t'ai parlé en amont, je crois que j'en ai parlé en amont dans la vidéo, qui est sur les 9 grandes familles de personnalités pour bien les comprendre. Et enfin, le dernier point, avant de parler du dernier point, je viens de me rappeler que j'ai oublié de te dire un truc, je vais te dire juste après. Le dernier point, c'est tu as le technicien énéagramme et le master énéagramme, et là on va vraiment en profondeur. Ce sont des formations numériques certifiantes qui te donnent des diplômes technicien énéagramme et maître praticien énéagramme. Ne serait-ce que sur le technicien énéagramme, tu as plus de 60 heures de contenu. Alors, tu as du contenu optionnel et du contenu fondamental. Les 60 heures, c'est pas forcément tout du contenu fondamental, que l'on soit clair. Comme ça, parce que sur certains, ça fait beaucoup, pour d'autres, c'est génial. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc tu retrouves là, et là, on va vraiment en profondeur sur 9 familles de personnalités, sur comment travailler sur famille de personnalités, sur les fameux instincts types, parce que là, j'en ai parlé très rapidement, en détail, quels sont ces 3 grands instincts types, et enfin, ça on le voit sur le master énéagramme, spécifiquement, on voit une à une les 27 grands sous-types, les 25 grandes familles de personnalités. Et j'en viens donc au dernier point que j'ai oublié, mais qui peut se comprendre rapidement. Pourquoi 27? Eh bien, c'est très simple. On a 9 types de personnalités. On a 3 instincts types. Donc, des 3 instincts types vont aller sur les 9. Donc, ça fait 3 fois 9. Ça fait 27. Et ces 27, on va les appeler sous-types. Car c'est une sous-catégorie. Non pas, et ça c'est très important de le garder en tête, donc note bien, et c'est là où beaucoup de personnes se trompent justement, ce n'est pas une sous-catégorie des 9 familles de personnalités de l'énéagramme, en partie, mais c'est une sous-catégorie des 9 grandes familles de personnalités de l'énéagramme et des 3 instincts types. Donc ce sont 2, on va dire, approches de modèles qui appartiennent les deux à l'énéagramme, ce sont 2 modèles qui se combinent pour donner une sous-catégorie. Voilà, ça c'était un petit détail, mais pas des moindres. Je t'invite donc à regarder les liens en dessous pour aller plus loin avec moi. On se retrouve de l'autre côté avec grand plaisir, comme d'habitude. Ciao!